La ligne bleue spéciale, le tailgate. À mes côtés, Laurence Blanchette, Raphaël Bergeron-Gosselin du département des communications et du marketing et des Carabins. Bonjour vous deux. Allô. Pour la troisième fois cette semaine, on se revoit dans le même outfit. Tout n'est pas enregistré en même temps. Non, voilà. Prendre notre douche ici, on couche ici. Il faut dire qu'on n'a pas tant de chandail Carabin que ça, donc des fois on est obligé de remettre le même. Ouais, message à Isabelle là, voilà. qui s'occupe du gear Carabin. Appelez-nous. Voilà, moi je suis rendu à un coton ouaté bleu qui n'est même pas identifié Carabin. Comment oses-tu? Ben, je suis dans la palette. C'est vrai. Pas exactement le même Pantone, mais je suis dans le bleu. Donc je suis pas loin. C'est pas écrit en prohibition, non? Non. Ça, c'est une blague extrêmement nichée que seuls nous et peut-être quelques employés du département ont saisi. Et donc, prohibition et la police d'écriture que vous voyez sur tout ce qui est produit des Carabins et plus encore. Bienvenue à vous tous. On parle aujourd'hui, donc on met la table pour le troisième match de la saison des Carabins football. Samedi, donc après-demain, après-midi, sur le terrain du stade Percival Molson de McGill, l'immense stade. Également le domicile, en plus des de McGill, des Alouettes de Montréal. Donc on se rend là samedi après-midi à 13h pour affronter les étonnants de McGill qui ont amorcé leur saison en Lyon contre Concordia. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, donc des Carabins toujours invaincus. On revient un petit retour sur le match la semaine dernière. Absolument, avec un tailgate qui était, ma foi, complètement lit, pour reprendre une expression qui était à la mode. On a commencé le podcast, Oui, c'est ça, exactement. On n'en démarre pas. On a eu d'ailleurs, et je sais pas si c'est un record pour le premier match à la maison, sans que ce soit le méga tailgate ou que ce soit une game contre Laval. Mais il y avait une présence incroyable là, de gens quasiment. Vraiment impressionné, c'était cool. Il y avait plus de 4000 personnes. Ouais, du moins 4000 billets vendus, c'est ça. Au tailgate, on était peut-être pas 4000, mais la terrasse était recouverte, absolument. Le devant de Sepsum était recouvert de gens aussi qui profitaient. C'était vraiment le fun. Fizz était là, un des commanditaires des Carabins, petit frère de Vidéotron. Oui, nouveau commanditaire qui était là pour maquiller les partisans de deux façons. Airbrush sur les pipes, sur les joues, quelques lignes aussi de peinture plus basique. Il donnait aussi des mains en mousse, des casques en mousse. C'était vraiment le fun. Ça, j'étais comme jaloux. Non, mon Dieu. Mais il va y en avoir d'autres. Il va falloir qu'on parle à peut-être Laurent Bédard, notre collègue, voir s'il en reste. Parce qu'on s'est promis dans... Oui, shout-out Laurent. Oui. Il est encore parmi nous. C'est quoi? Parce qu'on en aurait besoin pour le décor. Moi, je trouve absolument génial. Cool. Le casque et la mousse, la mousse en un. J'en fais une collection, je vais m'en prendre une en partant. Les Carabins. Et Fizz, qui normalement est brandy complètement vert, nous a fait ça en bleu. Parce qu'ils se sont collés à notre brand. Surtout qu'on jouait contre le vert et or. Tu sais? Ouais. T'arrives contre une autre équipe, c'est pas trop grave, mais là, cette fois-là, ça prenait sans bleu. Là. Ouais, mais c'était super le fun. Les montagnards étaient là aussi, qui sont là toujours pour mettre la table d'une belle ambiance. The Royals Montreal était là aussi, un band montréalais composé de 5 personnes, musique live, qui ont donné tout un show, qui ont même jammé, ou en tout cas, je sais pas si c'est comme ça. Improvisé, c'est ça, exactement, pendant la prestation de nos cheerleaders, qui étaient là sur la terrasse. Fait que très cool. Belle ambiance dans le stade également. C'était fun. Parce qu'on, juste pour mettre les gens en contexte, depuis le départ de l'Université Bishop de la conférence québécoise, et de ça déjà 2 ou 3 ans. 3 ans. C'est la troisième année qu'ils sont plus là. Maintenant, le calendrier est devancé d'une semaine. Il commence plus tôt d'une semaine. Donc, avant la rentrée, vendredi passé. Là, je sais que maintenant, au moment où on se parle, vous êtes déjà dans vos cours par-dessus la tête, mais on se retourne à vendredi dernier. Les cours n'étaient pas commencés, sauf à la Poly et à HEC, mais mettons à l'UDM, pas. Donc, habituellement, c'est pas... c'est un match qui a du monde, mais qui c'est pas le plus rempli. Non, c'est ça, exact. C'était noir de monde. Ah non, c'était vraiment un beau tailgate qui a donné sur un beau match. Qui prépare bien le match. Oui, exact. Une victoire de 18-9 des Carabins, donc on parlait de ce match-là. Comment avez-vous trouvé ça, vous, messieurs, qui êtes au premier rang de l'information sportive? Est-ce qu'on commence par le gars qui était sur la ligne de côté ou dans la galerie presse? Vas-y, tu voyais de plus haut, toi. Bon, comment j'ai trouvé ça? Encore une fois, la défensive nous a permis je vais pas dire encore une fois, parce que cette fois-là, la défensive nous a permis de rester dans le match. Ça n'a pas toujours été le cas, parce que c'est arrivé que, on avait beaucoup de points, on avait de l'avance. Et oui, la défensive nous aidait, mais c'était pas seulement à cause de la défensive. Cette fois-ci, on a marqué très peu de points. À la mi-temps, c'était 6-3 pour Sherbrooke. Donc, il y avait une petite inquiétude
je dirais qu'il régnait dans le stade quand même, parce que c'est plaisant. Quand tu vas voir du sport, c'est pas toujours non plus pour que ton équipe mène par 40 à la mi-temps. Donc ça donne une petite thrill à l'intérieur, mais reste qu'il y avait une petite inquiétude parce que c'est pas une situation à laquelle on est habitué. Et la défensive qui a presque rien donné au vert et or. Et encore une fois, c'est un travail d'équipe, mais il y a des joueurs qu'on peut pas passer sous silence leur prestation. Marc-Antoine Decoy, 2 interceptions, dont une retournée pour un touché. On va donner une note tantôt même. C'est vrai. Je vais attendre d'abord pour parler des joueurs individuellement. Mais tout ça pour dire que notre unité défensive a été encore une fois vraiment très solide. Et en attaque, comme le match précédent, très bonne première séquence offensive. Et moi, j'ai aimé l'audace d'y aller sur un... c'était pas vilain, là. Comment? Au retour de demi, là. Oui, exactement, donc, première séquence offensive, on y va pour un 3e essai. J'ai aimé l'audace des entraîneurs. Ça n'a pas fonctionné, mais si tu veux aller chercher des points, il faut essayer des choses. Même quand ça fonctionne pas, tu laisses l'équipe repartir profondément dans leur territoire, donc c'est pas si coûteux non plus. Donc, en général, victoire de 18-9. Je suis sûr et certain que l'offensive, en ce moment déjà, où on se parle, même c'est sûr, là, parce que le match est bientôt face à McGill, mais toute la semaine, l'équipe et les entraîneurs ont travaillé pour essayer d'améliorer la chimie, la cohésion entre le carrière, les porteurs, les receveurs, la ligne offensive. Mais en bout de ligne, un match qui était plaisant à regarder. Puis c'est le fun aussi quand la dernière séquence du match donne une chance à l'autre équipe de l'emporter et non juste des genoux qui se déposent au sol. C'est sûr que moi, mon commentaire éditorial est un peu que sur la ligne de côté, c'était bien. C'est un bon match. Un peu d'erreurs de part et d'autre. C'était pas parfait, mais ça, je pense qu'on retrouve ça dans beaucoup d'équipes de football qui commencent la saison. Mais c'est juste un petit commentaire éditorial. Il y avait beaucoup de pénalités. Puis je vais m'amener. Mais ça, c'est-tu l'affaire des arbitres ou qu'est-ce que c'est quoi l'affaire? Moi, un vieux sage de football a déjà dit, des pénalités, tu peux en donner sur chaque jeu. Parce que, je dis, sur, mettons, un jeu de course, là, comme le gars, il y a le ballon, le quarterback qui donne le ballon, mais mettons, tu as 9 autres joueurs. Excuse-moi, là, on a du football à 12, 10 autres joueurs qui bloquent. Il y a au moins une personne qui retient sur les 10. Là, tu pourrais en décerner à chaque jeu. Il y en a qui sont plus évidents, c'est ces pénalités-là qui sont appelées, mais donc, ça reste un peu à la discrétion de l'arbitre. Je sais que les arbitres du RSEQ sont, comment dire, plutôt rapides à donner des... Ça gâchette. C'est parce que le 24 pénalités dans notre match, c'est beaucoup, mais 37 pénalités dans le match Concordia-McGill qui avait lieu au presque au même moment énorme, de l'autre côté de la ville. Ça coupe un rythme. Ça coupe un rythme. Puis nous, en plus, le match était à la télévision, mais même je lisais le résumé du match, l'autre match, qui n'était pas à la télévision, qui a duré plus de 3 heures. C'est pour un match qui n'est pas à la télévision, il faut savoir qu'à la télévision, il y a des pauses commerciales qui ralentissent le rythme. 3 heures pour un match pas à la télé, c'est long, pas à peu près. Ben non, 37 pénalités, c'est beaucoup. Là. C'est parce qu'à un moment donné, et là, je veux vraiment pas critiquer le travail des arbitres, mais c'est parce que ça se peut pas qu'il va y avoir comme... Il peut pas avoir aucun retour de beauté sans retenue. Là. Ça se peut pas. Là. Mais bon, il y avait beaucoup de pénalités, ça ralentissait le rythme. Même sur la galerie de presse, il y a des journalistes qui sont là, qui suivent leurs équipes, un journaliste de Sherbrooke qui était là. Et il y a eu un retour de beauté de dégagement qui a pas eu de punition à certains moments. Et c'est drôle parce que moi, je me le disais parce qu'on s'en parle souvent aussi que sur les unités spéciales, c'est quasiment automatique. Puis lui, il l'a aussi mentionné. Il disait, il n'y a pas de punition. Puis j'étais, je suis pas le seul à trouver ça. C'est parce que maintenant, les Carabins sont parmi les 5 meilleures équipes au pays, là, à peu près. Fait que c'est pas normal qu'on soit pas capable de faire un retour de beauté sans retenir. C'est impossible. Là, je veux dire, ça peut arriver des fois, on échappe, quelqu'un plaque dans le dos, ça arrive. Là. Mais systématiquement, là, il y a un toucher qui n'a pas eu lieu, qui devait avoir lieu. À la télévision, les analystes n'étaient pas capables de trouver la pénalité. Ben oui, ils rejouaient le passage. Ils ne trouvaient pas la pénalité. Là, fait que, bon, ceci dit, c'est la fin de la parenthèse, mais donc un petit peu un manque de rythme à ce niveau-là. Le match a pas beaucoup de blessés aussi, on a vu beaucoup de joueurs. Ils sont restés longtemps au sol, rien de trop grave, du moins. Dans le cas de Tristan Fisk, on a eu peur, la civière a été sortie et tout, comment dire, la planche. Mais c'est un match physique, ceci dit, là, dans le sens que... C'est toujours très physique. Le Variant joue très physique, il lâche pas, une grande intensité. Donc pour ça, c'était vraiment génial. Puis dans l'ensemble, c'est ça, pas critiquer le travail de personne, mais c'est juste une question de peut-être au niveau du rythme. Maintenant, on était comme ok, c'est quand même long le match, ça a duré 3h30, pas loin. Parce qu'il y avait un de mes collègues journalistes ici à côté de lui, il y avait un deadline pour le journal à 10h10. Et là, il y avait les gouttes de sueur et la grosse veine dans le front. Le match n'était pas fini à 10h10, il était supposé avoir envoyé son texte final, c'est chose qui est impossible à faire, donc c'est vrai que le match était très long. Oui,
Oui, donc maintenant ensemble un bon match, puis des belles performances individuelles. Là. Ben oui, non. Et d'ailleurs, comme c'est la rentrée, Raph, tu nous as failli vendre le punch, mais qu'est-ce que vous diriez de donner quelques notes à nos joueurs des Carabins? Un petit bulletin, là, finalement. Un petit bulletin. Un bulletin rapide, un intro très rapide, finalement. C'est ça, tout à fait. Je vous nomme des noms, puis vous me dites ce que vous en pensez. Là, vous pouvez vous consulter entre professeurs. Bon, Marc-Antoine, de quoi? On est d'accord, plus, je pense. Je pense que oui, pas le choix. Là, comme j'avais débuté à dire tantôt rapidement, 2 interceptions, dont une ramenée pour un touché, sa 4e en carrière en saison régulière. C'est vraiment ça qui a mis fin au match là, lorsqu'on est allé marquer ce touché-là. Sa première interception était quelque chose quand même. Ben oui, le saut, là, c'est comme... Tel un ange venu du ciel. C'est tout un frappé. Donc, tu sais, une interception vraiment difficile à faire, une 2e ramenée pour un touché, puis 7.5 plaqués, c'est le meneur de l'équipe à ce niveau-là. Donc, A+. Pour Marc-Antoine. Ah oui, puis je dis, j'ouvre une parenthèse, moi je donne un plus aussi pour ses cheveux, parce que là cette année, il a continué à pousser cette chevelure d'ange, rendue un peu frisée, en tout cas il était vendredi dernier. Je me demande quel est son shampoing. Ben, ça pourrait être Head & Shoulders, parce que, sans faire une publicité gratuite, on se rappelle que Troy Polamalu, le demi-de-sûreté des Steelers de Pittsburgh, était leur porte-parole, et moi je regardais ses cheveux, je regardais son style de jeu, je me disais, voilà, un Troy, pas à la même position exactement, mais il jouait demi-défensif les deux, mais pas au même endroit, mais voilà un jeune Troy Polamalu, là, parce qu'il vraiment, il était partout sur le terrain comme le bon Troy, il était jadis, et cette chevelure, ma foi, ne l'arrête pas. On pourrait croire que c'est un obstacle à l'aérodynamisme, mais non. C'est comme les petites ailes sur les bottes là, un dieu grec de la mythologie. Oui, là. J'aime ça. Lui, je sais plus. Exactement. On reviendra. C'est exactement ça que je pensais. C'est exactement ça que je pensais, oui. Bon, et donc, OK, Marc-Antoine, A+. Ouais. Qu'en est-il de notre corps arrière, Dimitri Morin? Personnellement, j'irais avec un B, B+. Je pense que c'est juste. C'est comme. C'est une bonne note. Je m'explique parce que, bon, si on regarde ces statistiques, là, vraiment, 21 passes complétées en 29 tentatives pour 243 verges. Ça, c'est vraiment bien. Après ça, c'est quand on regarde plus le match, c'est arrivé par moments qu'il y avait des passes qui auraient pu être un petit peu plus précises, surtout sur les longues passes. Mais tu sais, encore là, je veux dire, rien de majeur, là. Mais juste si on voulait accéder à un ton A ou A+, là, si ces passes avaient été précises et tout, et peut-être lancer une passe de touche ou quelque chose comme ça, mais parce que statistiquement, 21 à 29, c'est très bon. Considérant qu'il y a quand même eu là-dessus peut-être 2-3 passes échappées, là, ça part des receveurs. Donc que c'est pas ta faute à toi, parce que là, la passe est précise. Donc, non, mais... Fait qu'un B, on s'entend pas. Un B, puis surtout le fait avec l'amélioration face à la semaine dernière. Donc, j'ai aimé l'amélioration, donc un B pour... c'est beau, ça. Parce qu'il n'y a pas juste les notes en envie. Hein. Non. Il y a aussi toute la progression. Le vouloir, c'est ça, exactement. Reda Kramdi, messieurs. Moi, je vais avec un A, assurément, mais peut-être presque un A+, parce que oui, Marc-Antoine Dequoy est allé avec des jeux qu'on pourrait diffuser dans les bulletins de nouvelles tellement ils sont spectaculaires, mais Reda, lui, une performance impeccable. Vraiment, là, on en a parlé un peu en début de semaine, tu parlais de son instinct, de sa vitesse, puis c'est vraiment ça, c'est un joueur d'une très grande qualité. C'est le secondaire côté fort, là, qu'on appelle le strong side, là, le côté plus large du terrain. Il faut que tu en couvres du terrain, cette position-là, et il en couvre énormément. Et de manière intelligente. Vraiment intelligente. Comme on en avait parlé un peu, fait un extraordinaire jeu alors que le barrière était à la porte des buts. C'est quoi, c'est 4 plaqués et demi derrière la ligne de mêlée? Il y a 5.5 plaqués, mais il y en a 4,5 pour des pertes. Ah oui, puis il dérange, là. Il dérange. Puis sur l'interception de Marc-Antoine Dequoy, la deuxième, là, c'est lui qui a frappé Anthony Robichaud le corps, donc qui a forcé à précipiter son geste et probablement à prendre la décision de peut-être pas le lancer au bon endroit, qui est dans le coin de Marc-Antoine Dequoy. On le voit, il se fait frapper au même moment par Reda Kramdi. Un travailleur de l'ombre, dans le fond. Travailleur de l'ombre. Oui, exactement, mais t'as raison. Il est sorti un peu de l'ombre pour un sac du corps, pour quelques jeux précis, mais celui-là, effectivement, il y a comme la passe sur le but de Marc-Antoine, assurément. Là. Donc, je suis d'accord avec même un A+, ça étente. C'est pas beau sourire. Facile. Que diriez-vous de la performance de Louis-Philippe Simoneau? Ben moi, j'irais avec un B+A. Très belle partie. Je veux dire, pas la majorité, mais beaucoup de points, je l'avais calculé. Là, je pense que c'est 19 points sur 27 qui ont été marqués par les batteurs d'un côté comme de l'autre. Donc, quand tu te présentes sur le terrain pour faire un placement, c'est important, surtout dans un match à bas pointage comme ça. Tu sais, ça peut se terminer par 1, 2, 3 points, donc un placement peut faire la différence. Et juste aussi pour le début de rencontre, parce que rapidement, on présentait l'alignement partant, c'était les finissants, donc les joueurs qui en sont à leur dernière année. Et Louis-Philippe fait partie de cette belle gang-là. On l'a présenté en dernier. C'est lui le dernier qui est sorti
aussi du casque gonflé. Et là, la foule vraiment était explosée. Et LP qui rentre et rapidement a à venir sur le terrain pour te faire une tentative de placement de 46 verges. La semaine passée, on avait raté une de 32. On avait même fait jouer un petit extrait qui disait qu'il était pas stressé avec ça, qu'il fallait juste qu'il se réhabitue, la technique. Là, 46 verges, là, il y a des professionnels dans la NFL qui ratent ça par moment. Je veux dire, c'est pas facile. Il est arrivé, il a réussi avec facilité. Finalement, on a terminé le match 3-4. Celui qui a raté, c'était 48 verges, donc encore plus long. Mais très beau match. Puis dans un match à bas pointage, on avait besoin des placements et il les a réussi. Et il est venu en relève aussi au niveau des bottées de dégagement. En fin de match, il a fait un botté de dégagement de 50 verges qui a amené le Varrior très profondément dans sa zone, qui a forcé le Varrior parce qu'il n'a pas pu sortir de cette position difficile, le Varrior, à prendre un toucher de sûreté. 2 points très importants. Et lors de la dernière poussée aussi, il les a emmenés à leur ligne de 1 avec un autre beau botté de dégagement. Donc, 2 gros bottés de dégagement en fin de match. Ça, c'est pas la chose la plus sexy dans un curriculum vitae de botteur, mais c'est très important dans le positionnement de terrain, particulièrement dans un match serré. Et là-dessus, Louis-Philippe a été au bon moment. Je cherche juste le mot clutch en tête parce que c'est la version anglaise. Mais il a été absolument magistral. Il était bon quand ça comptait vraiment. Exactement, on avait besoin de lui. C'est ça, exactement. OK, donc un A pour LP Simoneau. Et que dire de, pas un revenant, mais Kevin Kaya, qui, c'est ça, son premier match à domicile depuis un an, depuis la dernière saison. L'an dernier. Oui, c'est ça, absolument. Moi, je dirais qu'un B pour Kevin, qui a quand même été impliqué dans le plan de match tôt. La première poussée a été signée Kevin Kaya, donc je pense que c'est important de souligner qu'on l'avait placé dans le plan de match. On sait, les coachs de football en général savent que la première poussée offensive est souvent très scriptée d'avance, donc on sentait que c'était vraiment le désir d'impliquer Kevin dans le plan de match, et ça a été réussi. C'est un jeune homme qui est très grand, long, athlétique. On l'a vu faire des catchs très hauts, presque sauter par-dessus son adversaire. Donc une bonne performance dans l'ensemble pour lui. Je pense que ce qui va être encore plus important dans son cas, c'est de développer cette chimie avec Dimitri pour la longue passe, parce qu'il a une bonne vitesse, il est capable de se défaire de son adversaire, compléter le long relais qui pourrait vraiment changer un match. Parce qu'on l'a vu, on a parlé tantôt ou mardi, je pense, de Raphaël Major-Dagenet, sa longue passe de 43 verges, ça a réveillé toute l'équipe. C'est longue de choc qui aurait pu arriver un petit peu plus tôt, mais qui est arrivé, puis c'est ça l'important. Une longue passe, des fois, ça réveille les troupes. C'est pas facile à compléter, surtout contre le vent, au Sepsum et tout, là, mais c'est un joueur qui peut créer cette séparation-là. Ce que j'ai aimé aussi de Kevin, c'est pas de passe échappée, moi que je me trompe, en tout cas pas une que je me rappelle. Mais la passe c'était basse. En tout cas, la semaine dernière, il avait échappé une passe vraiment dans les numéros, qui se devait l'attraper. Et là, pas énormément de verges, 37 verges, mais ça, en bout de ligne, c'est des petites passes, mais 7 attrapés. Donc quand on lui a donné le ballon, l'a attrapé, il faisait ce qu'il pouvait. Puis après ça, lui, comme tu disais, très très agile, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Donc a attrapé les ballons qu'il devait attraper, donc j'ai trouvé ça bien. Absolument. Et il y a toujours place à amélioration, même pour les meilleurs de ce monde. Même pour ceux qui ont un plus. Tout Kevin est à une longue course d'avoir un B+A, là, hein? Et peut-être qu'il nous livrera cette magnifique course samedi, l'autre bord de la montagne. J'ai fait des liens. Les gars, les carabins, donc, qui se rendent à McGill ce samedi pour affronter les hommes de McGill, l'université McGill. C'est ça, les hommes en rouge. On s'attend à quoi, là? Parce que McGill, j'ai l'impression que ça va bien leur affaire. Ça va très bien. Écoute, c'est une équipe qu'on disait en début de saison qui était vraiment une année charnière. On parle beaucoup de cycle au football universitaire avec les joueurs qu'on recrute qui terminent un jour leur parcours universitaire. Là, en 2016, McGill avait une très bonne cuvée de recrutement, une des meilleures de leur histoire selon l'avis de plusieurs experts. Et là, elle est arrivée à la maturité, donc c'est son année de repêchage, cette cuvée-là et tout. La nôtre aussi, on a une très bonne cuvée de 2016, mais eux aussi. Et là, donc, on a des joueurs à maturité, donc on a une équipe de McGill qui pourrait surprendre beaucoup. Et là, donc, assommer les Stingers 40-14 pour remporter la coupe Shaughnessy, qui est la coupe que se dispute McGill et Concordia chaque année. On peut pas aspirer à cette coupe. La coupe des anglophones? La coupe, ils appellent ça la rivalité de Sherbrooke, là, parce qu'on est comme sur Sherbrooke, mais sur la rue Sherbrooke, d'un à l'autre, d'un bord à l'autre. Mais en tout cas, bref, cette coupe-là, il y avait jadis à l'époque la Coupe du Maire à Sherbrooke entre Bishop et le Varrior. Donc là, c'est la coupe Shaughnessy, remportée par McGill de façon magistrale. Donovan Martel, le porteur de ballon, 137 verges et 2 touchés. Leur corps arrière a bien fait Dimitrios. Donc il y aurait Dimitrios ce samedi. Ça. Sinodinos, 60% de ses passes complétées, 290 verges, 2 touchés. C'est excellent. Et le receveur Pierce Dumais qui a capté les 2 touchés pour 119 verges de gain en tout. Donc une attaque explosive, mais surtout, moi ce que je retiens, c'est qu'est-ce qu'on va faire en défense. 5 sacs du corps.
donc de la défense de McGill. Oui, comment on peut contrer ça? Ça, c'est une très bonne question, Laurence. Ça va être encore une fois avec notre front défensif, on va devoir arrêter la course. L'a bien fait contre le vert et or. Ouais. Par contre, quelques belles escapades du corps Anthony Robichaud, on a vu que quand le corps arrière est capable de se déplacer, ça peut causer quelques problèmes. Parce que, tu sais, on a parlé de l'offensive qui avait bien fait individuellement, mais en bout de ligne, on leur a pas donné beaucoup de points. Là. Ouais. C'est 9 points, donc notre défensive qui a très bien fait, mais comme tu disais, si le corps arrière, Dimitrios, mobile, capable de bouger, il va falloir s'adapter parce que ça a été notre faiblesse face à chaque. Absolument. Donc, le jeu au sol à arrêter. Mais aussi le receveur de passe, il y en a quelques-uns qui commencent justement à atteindre un bon niveau. Mais on a une très bonne ligne tertiaire. Le côté défensif, c'est bien. Là, c'est à l'attaque qu'il va y avoir quelques défis. La défense des Redmond, plusieurs bons demi-défensifs. Mais attention au plaqueur Andrew Sennett Spalding, qui était un des recrues les plus prisés à l'époque lorsqu'il quittait le Célebre du Montréal. Et là, cette année, donc lui, il se dirige tout droit vers les professionnels par la suite. C'est presque sûr et certain. Un des meilleurs joueurs de ligne défensive au Québec et l'a prouvé la semaine dernière avec 5 plaqués pour des pertes, 2 sacs et demi et 1 échappé provoqué. C'est vraiment un joueur dominant. Et ça, là, on se rappelle des maux de tête que pouvait causer Mathieu Betts à Laval. C'est-à-dire que c'est un joueur qui devait souvent être doublé par soit un porteur de ballon ou doublé à 2 joueurs de ligne. Ça ouvre de la place pour les autres joueurs. C'est pas pour rien qu'il y a eu 5 sacs du corps contre Concordia vendredi dernier. Donc, Sennett Spalding, donc, à surveiller comment on va le contrer, ce joueur-là massif, rapide, du côté des Carabins. Ça va être un beau défi pour la ligne à l'attaque et les porteurs de ballon s'impliquent dans un schéma de protection pour protéger Dimitri Morin qui lui doit avoir le temps de lancer la balle. Ouais, parce que ça aussi, on parle d'offensive qui a encore du peaufinage à faire. Tu sais, là, je veux pas cibler la ligne offensive parce que ça peut avoir l'air facile comme ça, mais c'est pas juste la ligne offensive qui protège le carrière. Mais Dim qui a été souvent pressé, s'est fait projeter au sol, des fois s'est débarrassé du ballon juste à temps, mais s'est fait frapper solidement quelques fois, là, Dim. Là. Donc avec un joueur défensif comme ça du côté de McGill, il va falloir trouver le moyen de l'arrêter. Trouver une recette qui fonctionne. C'est ça va être un beau défi. Mais c'est intéressant de savoir comment Dimitri se prépare mentalement face à des affaires de même. Ouais. Mettons, c'est la cible. Ouais, c'est ça, exactement. En même temps, au football, les joueurs de ligne offensive, à chaque jeu, ont des gros contacts. Les porteurs de ballon, t'es secondaire, à chaque jeu, tu vas avoir du contact. Corps arrière, c'est juste que des fois, tu le vois pas venir. Là. Ouais, non, parce que t'es concentré sur le jeu. Ce qu'on disait à l'époque, lorsqu'on affrontait Mathieu Betts, par exemple, lorsqu'il était sur la ligne défensive du Rouge et Or, c'est qu'il faut juste qu'avant chaque jeu, parce qu'il y a un moment où les joueurs se placent et tout, tu repères ce joueur-là. Toute l'équipe le repère ça chez lui parce qu'il déplace beaucoup, là, parce que sinon ce serait trop simple à contrer. Il déplace, tu le repères. Et là, c'est là que tu visualises et que tu appelles la protection en conséquence. Donc c'est comme quelqu'un que tu as toujours en tête. Et c'est tout à son honneur. C'est bien quand tu fais partie d'un plan de match. Donc un jeune homme très talentueux qu'on affronte samedi et qui va être à surveiller assurément du côté de la ligne défensive de McGill. Voilà, j'ai bien dit. Des hommes de McGill. C'est ça, c'est pas mal ça à surveiller. Exactement. Un bon match à voir, qui sera pas à la télévision. Donc, notre dernier match, pas à la télévision cette année. Pas à TVA Sport. Donc, vous pouvez vous rendre au Stade Percival Monson pour 13h. Il y a des billets sur place. Y a un petit tailgate? Il y a un petit tailgate aux abords dans le parc, pas Jeanne-Mance, mais le parc où il y a la statue. Les tam-tams de Montréal, exact. Donc, au bout de tout ça, il y a le Stade Percival Monson et juste à l'entrée de ça, il y a souvent nos montagnards qui sont là avec leur tente et leur beau sourire et leur barbecue. Donc, arrêtez de leur dire bonjour, arrêtez peut-être même de devenir membre. Sait-on jamais si ça vous tente de devenir un montagnard, faire partie d'un groupe de partisans. Et sinon, un petit tailgate, son rendez-vous pour 13h au Stade Percival Monson pour un très très bon match. Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas été excité pour un match entre McGill et Montréal comme ça, mais ça va être tout un duel, ça promet. Puis tant mieux, hein. Tant mieux si les autres équipes du RSEQ sont de qualité puis de la parité. Ça va être vraiment pour le bien de tous un bien meilleur spectacle. Donc, honnêtement, samedi, j'ai très très hâte à ce match-là. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient s'acheter des billets, c'est pas en vente au Sepsum, évidemment, parce que c'est pas nous qui reçoit. Sur place. Ou sur le site web, si je ne m'abuse. Sur le site web de McGill. McGill, sur place, je suis certain qu'il y en a. Il en manquera pas avec un stade de 21 000 places, vous êtes sûr. Vous êtes correct. Sûr qu'il reste des places. Évidemment, il y a un pan de montagne qui est vide. Fait que, comme, si, mettons, ça devait déborder d'un pour de la place, ça c'est sûr. Amenez votre famille, vos amis, votre blonde, votre chum, n'importe qui, il va y avoir de la place. Je peux déjà vous confirmer qu'il va y avoir de la place. Très cool. Ça, c'est sûr et certain. Donc, samedi, rendez-vous
l'autre côté de la montagne pour le duel entre les bleus et les rouges. Ouais, toujours cool. Merci à vous deux. Nous, on se retrouve quand? On se retrouve mardi prochain pour l'actualité. On se reparle de ce match-là. On se reparle de tout ce qui s'est passé ce week-end. Je vous remercie beaucoup pour cette semaine-là. Ça a été extraordinaire encore une fois. Grand plaisir. Hey, toi l'ami à la maison, à la semaine prochaine. Salut.